Devdas, tu cherches quelque chose? Tu cherches ta copine? T'as un rencard? Tu veux sortir? À regarder après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Plus je fais des vidéos, et tu sais, plus je me dis, enfin je m'attendais à être de moins en moins choquée par les choses que je découvre, tel un médecin légiste qui vomit lors de sa première autopsie, mais qui finit par prendre l'habitude. Mais non, plus je fais des vidéos, plus je suis en choquance de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et pour celle-là, alors franchement, assieds-toi, même allonge-toi carrément, prépare-toi psychologiquement parce qu'il se passe des choses que c'est difficile à croire, tu vois. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin en conclusion, donc vraiment la fin de plante à fin, donc reste jusqu'à la fin. Et trêve de blablaterie, on y va. Bien que l'Australie soit un des pays occidentaux avec le taux de criminalité le plus bas, notre affaire nous emmène à Canberra, enfin à Newcastle. D'abord on va à Newcastle, après on va à Canberra. Cette histoire commence avec Maria. Maria est née en Italie, et depuis qu'elle est petite, son rêve, c'est de fonder une famille. Elle rencontre un homme qui s'appelle Nino Cinque, ils vont se marier, et ensemble ils vont émigrer en Australie. Ils ont leur premier enfant, qu'ils vont nommer Giuseppe, comme le père de Maria, et 4 ans plus tard, ils ont leur deuxième garçon. Et cette belle petite famille habite à Newcastle, à environ 150 km de Sydney. Giuseppe, qu'on appelle Joe, c'est quelqu'un de très jovial, très gentil, c'est une personne qui a un bon fond, il a une aura qui attire les autres, c'est le genre de personne avec qui tu veux discuter, tout le monde aime discuter avec lui, il est très sociable. Joe, c'est quelqu'un qui déteste le conflit, au contraire, c'est le genre de personne qui fait tout pour apaiser les tensions. Il est très bon élève à l'école, il l'a toujours été, et à l'université, il veut étudier l'architecture. Mais il va changer d'avis et il se décide sur l'ingénierie civile. À l'âge de 24 ans, il obtient son diplôme, et pour célébrer ça, il va faire un voyage de 2 mois en Europe que ses parents lui offrent pour le féliciter. À son retour de voyage, il commence à travailler dans son domaine, il obtient un très bon poste. Joe, c'est quelqu'un de très bosseur, de sérieux, de très professionnel. Tout le monde dans son entourage se dit que il a probablement une très belle carrière qui l'attend. Joe, de son temps libre, c'est quelqu'un comme n'importe qui d'autre, qui aime faire les choses classiques que tout le monde fait de son temps libre, c'est-à-dire aller au sport, aller au cinéma, sortir avec ses amis, etc. Un soir, en 1995, il est en boîte de nuit avec des amis et il fait la rencontre de Anu Singh. C'est une jeune femme de 22 ans. Elle est née au Punjab, en Inde, et sa famille a émigré en Australie alors qu'elle n'avait que 2 ans. Ses parents sont tous les deux des médecins. À ce moment-là, Anu vient de terminer son année scolaire, elle est étudiante à Canberra, elle étudie le droit à l'université. Elle se rend à Newcastle pour quelques jours puisqu'elle y a de la famille, donc elle vient leur rendre visite, et donc Newcastle, c'est là que Joe habite. Anu, c'est aussi une élève modèle, c'est une étudiante très studieuse, elle est très intelligente, tout comme Joe l'a été quand il était aussi étudiant. Bien qu'elle ait déjà un petit copain, elle discute avec Joe, et de fil en aiguille, ils vont entamer une relation amoureuse. Quand elle rentre à Canberra, son petit copain découvre le poteau rose, il découvre que Anu l'a trompé, ou le trompe, donc il rompt avec elle, et là, Anu, elle peut être librement dans sa relation avec Joe. Et au départ, ils entretiennent cette relation à distance, puisque Anu doit retourner à Canberra pour continuer ses études de droit. Comme les parents de Anu ne veulent pas qu'elle fréquente un garçon pendant ses études, ils veulent sûrement qu'elle soit concentrée dans son avenir professionnel, elle leur cache, dans un premier temps, l'existence de Joe. Et Joe, il promet à sa chérie que si un jour il tombe sur ses parents au téléphone, il leur dira qu'il est l'ami du frère d'Anu. Oui, parce que Joe, il est constamment au téléphone avec Anu. Il est fou amoureux d'elle, et puis on est à une époque des téléphones fixes, donc c'est fort probable qu'un jour il tombe sur eux, ou bien que eux un jour appellent et ils tombent sur Joe ou sur la famille Cinque. Tous les vendredis, Joe fait plus de 5 heures de route pour retrouver son amoureuse Anu et passer le week-end avec elle, et il rentre le lundi matin très tôt pour commencer le travail à 9 heures. Donc vraiment fou amoureux. Anu, quand elle rencontre les amis de Joe, elle va leur faire une impression... elle va un peu tous les marquer. Elle est confiante, elle est intelligente, elle est rayonnante, mais parfois elle évoque des sujets de conversation qui mettent les gens très mal à l'aise. Par exemple, un soir, lors d'un dîner, elle raconte à un des amis de Joe qu'elle était dans une relation très intense avec son ex, donc l'homme qu'elle a fréquenté avant
Joe, un homme qui s'appelle Simon, et c'est une relation qui était tellement intense que c'en était presque incestueux. Malaise 5 étoiles. Anou, elle parle souvent de la vie après la mort, alors certes, c'est une question fort intéressante, mais elle a une façon d'en parler qui met les gens vraiment mal à l'aise. Souvent, c'est elle qui mène la conversation, Joe, il est en arrière-plan, alors que c'est pas du tout quelque chose qui lui ressemble. Anou, elle est très possessive avec lui, elle se l'accapare, elle va pas hésiter à interrompre une conversation qu'il est en train d'avoir, juste pour qu'elle puisse discuter avec lui. Elle a une personnalité qui est vraiment dominante, l'attention des autres doit être sur elle, l'attention de Joe doit être sur elle. Anou, c'est une jeune femme qui malheureusement a des problèmes de santé, et Joe, amoureux comme il va se rendre disponible pour elle dès qu'elle va mal. Les parents de Joe, donc Maria et Nino, ils remarquent que leur fils a changé depuis quelque temps, enfin depuis qu'il a rencontré Anou et qu'il la fréquente en réalité. Sa mère, Maria, elle essaie de le prévenir de ne pas se laisser contrôler par sa petite amie, et il va lui répondre: ne m'oblige pas à choisir, sous-entendant, s'il faut choisir entre vous, mes parents, et Anou, je choisirai Anou. Encore une fois, c'est un comportement qui lui ressemble pas. Joe, c'est quelqu'un qui est proche de ses parents, qui leur manque jamais de respect, donc avoir cette attitude-là envers eux, c'est pas lui, en fait. Il quitte Newcastle et il emménage à Canberra, dans un beau petit duplex qui est situé à environ 4-5 km de l'université d'Anou, malgré le fait que ses parents soient contre. Joe, il a toute sa famille, tous ses amis, son travail à Newcastle. Le fait qu'il déracine complètement sa vie comme ça pour Anou, ses parents ne sont pas d'accord, ils sont contre, surtout qu'ils remarquent de plus en plus de changements chez leur fils, c'est des changements qui sont mauvais. Par exemple, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais drogué, qui n'a jamais fumé. Aujourd'hui, Joe, il fume. Lui qui était d'une patience angélique, c'est quelqu'un qui maintenant se met en colère très facilement. Malgré les réticences de ses parents, il part quand même, il veut habiter avec la femme qu'il aime, et ensemble, le couple va ouvrir un compte joint, ils vont commencer à mettre de l'argent de côté pour se marier. Oui, parce qu'ils s'aiment tellement qu'ils prévoient de se marier. Il faut des sous. L'hiver de l'année 1996, Anou va passer les fêtes de fin d'année au sein de la famille Cinque à Newcastle. Tout se passe bien. Anou, c'est une jeune femme qui vient d'une très bonne famille, elle est bien éduquée, elle fait une excellente impression aux yeux des parents de son chéri. Mais Maria, la mère de Joe, malgré cette très bonne impression qu'elle a, et malgré le fait que les vacances se soient vraiment super bien passées, elle a ce sentiment au fond d'elle qu'il y a quelque chose qui va pas. Comme je le disais un peu plus tôt, Anou, elle a des problèmes de santé, et elle a aussi un historique difficile qui va lui faire toucher le fond. Elle a très mal vécu sa rupture avec son ex, le fameux Simon, dont elle était si proche que ça en était presque incestueux, c'est ce qu'elle avait raconté à un ami de Joe, et pourtant, la relation qu'elle a eue avec Simon, elle était pas, c'était pas une des plus joyeuses. Simon, par exemple, il lui disait qu'elle était inférieure intellectuellement. Et malgré le bonheur qu'elle file avec Joe, visiblement, elle se remet quand même difficilement du chapitre Simon. Elle va commencer à se droguer, elle va commencer aussi à être obsédée par son apparence physique. Elle est tellement obsédée par son corps qu'elle en devient boulimique. Et là, on va faire juste une toute petite parenthèse sur la boulimie. Je suis obligée, parce que c'est quelque chose qui me... Voilà. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de purges. Alors, ce qu'on appelle la purge en boulimie, c'est quand tu fais une crise, donc tu consommes une très grosse quantité de nourriture en une seule fois, en un seul repas, entre guillemets, et ensuite il y a la purge. Il y a différentes façons de purger, donc il y a le classique se faire vomir, c'est celui que généralement tout le monde connaît. Il y a la purge moins glam par les laxatifs. Il y a aussi la salle de sport, donc après une crise, t'as des personnes boulimiques qui vont purger en allant à la salle de sport, mais salle de sport de façon extrême, c'est-à-dire 6, 7, 8 heures, des fois plus. Et celle qui est la moins connue, c'est le jeûne, donc c'est une méthode de purge que très peu de gens connaissent. Le principe est simple, tu fais une crise de boulimie et après tu ne manges pas pendant plusieurs heures, voire une journée, voire même deux. En bref, la boulimie c'est un sérieux problème et Anou, elle en souffre. Elle accepte pas du tout son corps, elle confie à une amie: je préfère mourir qu'être trop grosse. Elle demande à son père de lui payer une liposuction. Elle a des longues périodes pendant lesquelles elle ne mange quasiment rien, elle va seulement boire des jus, des soupes, etc. Et tout ça c'est accompagné, comme c'est souvent le cas, d'un état dépressif. Donc les parents d'Anou, ils sont alertés au point qu'ils lui demandent de revenir habiter chez eux. Ils essaient de lui venir en aide en la poussant à aller voir un psychiatre, un psychologue, mais elle refuse. Parce que le problème c'est que Anou, elle n'admet pas qu'elle est malade. Joe, bien sûr, il est très inquiet pour sa compagne, pour sa chérie, il lui rend visite autant qu'il le peut, il essaie de la soutenir autant qu'il le peut, mais les choses ne s'arrangent pas. Anou, elle est de plus en plus isolée, elle manque des cours, elle est épuisée, elle est affaiblie par la malnutrition, la boulimie, elle ressent des douleurs partout, elle se sent malade, mais pour elle, c'est pas la boulimie. De toute façon, elle se sent pas boulimique,
Pour elle, elle a une maladie, mais elle sait pas ce que c'est autre chose, c'est quelque chose de très grave. Elle pense par exemple au sida ou à une sclérose en plaques. Elle se plaint aussi de symptômes très étranges, comme par exemple, un jour elle dit à ses parents: «J'ai l'impression que je suis dans le corps de quelqu'un d'autre, enfin, ma tête est sur le corps de quelqu'un d'autre». Pendant la période où elle pense avoir le sida, elle va confier à des amis qu'elle trouve ça pas juste, qu'elle l'est, mais pas Joe. Donc elle leur dit: «Je crois que je vais mettre un petit peu de mon sang sur sa brosse à dents». Oui, parce que Anu, elle est dans le partage, elle partage tout avec son amoureux. Un jour, elle rend visite à la mère de Joe, à Maria, et elle essaie de se confier à elle, elle essaie de lui parler, puisque en effet, Maria, elle a vécu il y a très peu de temps un accident de voiture qui l'a alitée pendant plusieurs semaines, donc elle se dit: «Elle va peut-être me comprendre». Maria, elle l'écoute, mais la seule chose qu'elle remarque, c'est que Anu, elle ne tient pas en place, comme si elle était en manque de quelque chose. Lors d'une conversation qu'il a avec Anu, Joe va un jour mentionner un médicament qui est connu dans le monde du mannequinat, puisque visiblement certaines femmes l'utilisent pour contrôler leur poids. Ce médicament est appelé Ipecac, c'est un expectorant et un vomitif puissant. Anu va commencer à l'utiliser, et je précise au passage que dans le cadre de sa boulimie, en fait, Anu, elle purgeait de différentes façons, salle de sport, vomissement, etc. Et puisqu'elle a commencé à utiliser l'Ipecac pour contrôler son poids, elle va en vouloir à Joe, puisque c'est par lui qu'elle a découvert son existence. Elle confie à une amie qu'elle le déteste, elle déteste Joe, elle veut le tuer. Elle veut aussi tuer d'autres personnes. Tant qu'à faire, pourquoi pas. Et attention, je précise une chose importante, Anu, elle sait comment échapper à la justice, puisqu'elle a brièvement étudié la psychologie, donc elle sait comment se faire passer pour folle, pour éviter la casse-prison. C'est même très facile d'après elle. Bien qu'elle n'admette pas être malade, Anu va très mal, elle va si mal en vérité qu'elle veut quitter ce monde, elle veut mettre fin à ses jours. Elle demande une arme à un ami, et le jour où elle va le voir pour récupérer son arme, elle croise un autre ami en chemin. Elle lui raconte les détails de son projet, et cet ami rigole en lui disant: «Ouais, ton arme là, tu vas te faire arnaquer». Un autre ami, à qui elle en parle également, lui, il va non seulement lui rironner, mais il va faire mieux. Il va lui dire: «Tu sais, tu peux faire ça même avec de l'héroïne, ce sera plus facile». Bah, tu m'étonnes que Anu, elle va mal, c'est quoi ses potes? Elle leur dit qu'elle veut mourir et lui rit au nez. Et pourtant, Anu, elle ne plaisante pas, elle est sérieuse, elle est déterminée, elle commence à se débarrasser de ses affaires, elle va vendre ses vêtements à des prix très bas, parce que bon, l'argent, elle n'en aura pas besoin. Elle donne ses CD de musique, alors elle écoute beaucoup de musique, donc elle donne ses CD, elle s'en débarrasse, elle n'en aura pas besoin non plus. Il lui reste tellement peu d'affaires que son père, mort d'inquiétude, il essaye de la faire interner contre sa volonté. Malheureusement, c'est un processus qui peut être très long, surtout que Anu, elle a déménagé, elle n'habite plus avec ses parents, elle est retournée habiter avec Joe. Entre-temps, Anu, elle continue de chercher un moyen de quitter ce monde. Elle va se renseigner auprès d'un dealer, et ce dealer, il va lui expliquer que quand tu prends de l'héros, enfin quand on prend beaucoup trop, t'arrêtes de respirer et tu pars sans douleur. Merci pour le tutoriel. Il va même lui faire une sorte de devis, il va estimer que à peu près 150 $ lui suffiront pour faire le travail. Anu, elle revient le voir, donc argent en poche, accompagnée de sa meilleure amie qui s'appelle Madhavi. Madhavi, c'est aussi une étudiante en droit à la même université qu'elle. D'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées. Anu procède à l'achat de la marchandise, et le mec va leur montrer plus en détail comment procéder, comment se piquer, tout ça. Les deux jeunes femmes repartent, et une fois qu'elles sont seules, elles vont faire des petites tentatives, mais elles n'arrivent pas à trouver de veine. Elles vont demander à un ami de venir et puis de leur faire une petite démonstration. Alors j'adore ce groupe de potes, tu sais, qui se font des petits tutos de comment crever. Revenons à la relation entre Joe et Anu. Alors Anu, elle en est à un point où elle n'en peut plus, elle ne le supporte plus, elle ne veut plus être avec lui. Ils ne s'entendent plus, ils ne font que se disputer, mais le problème, c'est que Anu est dépendante de Joe financièrement et aussi psychologiquement. Elle se sent beaucoup trop mal pour être seule. Elle retourne voir son dealer, elle lui achète un peu plus d'héros, et il est étonné, il lui dit: mais pourquoi t'en veux plus? T'en as assez pour ton projet, pourquoi il t'en faut plus? Et elle lui répond: je ne pars pas seule. T'as compris, son départ, là, en solo, c'est devenu un week-end en amoureux. Un soir d'octobre 1997, Anu et Joe organisent un dîner à la maison avec des amis. Madhavi, la BFF d'Anu, elle est invitée, et pendant cette fête, elle va montrer son bras à une amie, elle va lui dire: regarde les marques de piqûres que j'ai sur le bras, c'est Anu qui s'entraîne sur moi, pour le fameux projet de départ, projet qui doit avoir lieu le soir même. D'ailleurs, Anu a préparé beaucoup trop
de nourriture par rapport au nombre de convives. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce que plus de monde vienne, hein. Tous les petits curieux qui ont entendu parler de ce pacte, hein, le fameux couple qui décide de mettre fin à leur jour ensemble devant des témoins, bah, ils vont tous rappliquer. La plupart de ces petits curieux sont des étudiants en droit à la même université que Madhavi et Anu. La fête d'adieu touche à sa fin, et là, Madhavi, elle va demander aux invités de partir, elle va leur dire que le grand voyage va se faire plus tard dans la nuit. Et là, tout le monde s'en va en se disant que bah, c'était forcément un canular, surtout que Anu, elle avait l'air joyeuse toute la soirée. Anu, qui est maintenant seule avec Joe, elle va lui mettre dans son café du Rohypnol. Donc elle lui administre ce sédatif. Au bout de quelques minutes, il va être dans les vapes. Elle tente alors de lui injecter de l'héroïne, mais elle n'y arrive pas, déjà parce qu'elle ne trouve pas de veine, et Joe lui rend la tâche difficile puisqu'il ne tient pas en place. Le lendemain matin, il se réveille, il se prépare, il va au travail, il ne se rappelle absolument pas de ce qui s'est passé la veille. Bah oui, parce que ce fameux pacte en question, hein, le pacte de... bah il est pas au courant en fait. Tout le monde est au courant qu'il a fait un pacte, sauf lui. Lui, il sait pas qu'il a fait un pacte pour mettre fin à ses jours avec sa chérie. La veille, pour lui, c'était juste un repas entre amis, c'était juste une bouffe à la maison entre potes. Cette première tentative ayant échoué, Anu ne lâche pas l'affaire. Elle y croit, elle peut y arriver. Elle a une idée de génie, elle va essayer autrement, elle va essayer d'utiliser en plus de l'héros des comprimés, enfin des trucs bien plus costauds que le Rohypnol. Le dealer qui va la fournir, il va lui donner, donc en plus de l'héros, les fameux comprimés, enfin des comprimés, je sais pas ce que c'était, mais il lui donne des comprimés, et il lui dit, tu sais, en combinaison avec l'héros, t'as besoin juste de un seul. Ça va te suffire pour être bien dans les vapes, mais attention, c'est des vapes très sévères. Ce dealer-là, il n'est pas au courant du projet de grand voyage de Anu, il lui vend 15 comprimés au total, en se disant qu'elle est juste en train de se constituer un stock pour se faire une bonne défense sur 2, 3, 4 semaines. Dîner d'adieu, deuxième tentative. Joe rentre du travail un soir, il trouve des amis à la maison, il n'est pas au courant, hein, c'est un dîner surprise. Anu a organisé une nouvelle fête sans prévenir son petit copain, par contre elle a bien prévenu tous les invités qu'ils allaient mourir ce soir-là tous les deux. Alors qui sont ces gens qui sont venus faire la fête? On sait que c'est des étudiants en droit pour la plupart, mais pourquoi venir assister à une fête à l'issue de laquelle ils savent qu'il va y avoir un double départ? Est-ce qu'encore une fois on pensait que c'était une blague? Bah pour certains oui, mais pour d'autres non. Il y avait clairement une fascination morbide, waouh, on va voir des gens mourir, hella. Anu, elle est en train de kiffer sa soirée, elle est heureuse, elle rigole, bon aussi parce qu'elle a un peu bu, mais bien sûr aussi parce que c'est l'heure du départ très bientôt. Elle donne des sédatifs à Joe, elle essaye de lui injecter l'héroïne et cette fois elle y parvient. Elle va le regarder mourir pendant 36 heures et c'est seulement après qu'une amie lui ait dit soit tu appelles une ambulance et ton mec se réveillera et sera énervé contre toi, soit tu n'appelles pas d'ambulance et tu seras inculpé pour meurtre. Bon, c'est seulement à ce moment-là que Anu va appeler les secours. Dans une autre version, c'est Madhavi qui lui aurait dit « Si tu appelles une ambulance, Joe va soit te quitter, soit te faire interner. » Pendant cet appel au 000, alors les services d'urgence en Australie c'est 000, bah, il va se passer des choses très intéressantes. La première chose, c'est que Anu, elle va dire qu'elle s'appelle Olivia, donc elle donne le prénom d'une amie à elle donne pas son prénom à elle. Ensuite, quand on lui demande à quelle adresse on doit envoyer de l'aide, bah, elle va donner la mauvaise adresse volontairement. Elle se trompe pas dans l'adresse en mode « Ah, je suis perturbée par la situation, par ce qui se passe, donc je me trompe ». C'est une adresse à laquelle elle réside depuis maintenant un moment, donc l'adresse où tu habites, bah, tu la connais par cœur. C'est un réflexe de la donner quand on te la demande. Les secours arrivent enfin. Ils trouvent Joe à l'étage, il est nu, au sol, inconscient. Et malgré un liquide de couleur brunâtre qui s'écoule de sa bouche, on tente de le réanimer. Anu est complètement paniquée, elle fait les 100 pas, puis elle attrape le bras d'une secouriste et elle lui dit « Il en a pris beaucoup hier soir ». C'est clairement du cinéma. Malheureusement, il est trop tard pour Joe, on ne parvient pas à le réanimer et on le déclare mort à son domicile. La cause du décès, asphyxie. Anu est emmenée au poste de police pour être interrogée. Elle demande ce qui est arrivé à Joe, hein, Zama elle n'est pas au courant. Au cours de son interrogatoire, la police finit par apprendre le pacte, le grand départ, le grand voyage, tout ça. Donc forcément on lui demande bah, pourquoi vous êtes encore là, pourquoi vous êtes vivante, pourquoi vous n'êtes pas aussi partie avec Joe. Anu ne donnera jamais de réponse à ces questions, elle ne donnera jamais d'explication. Puisqu'Anu a déclaré à la police que Joe a fait une overdose alors que la cause du décès a été déclarée comme étant une asphyxie, elle est inculpée pour meurtre. Quand la police vient frapper chez Nino et Maria Cinque, ils leur disent
c'est à propos de votre fils. Maria ne les laisse même pas finir et elle leur dit « Elle l'a tué, je le savais ». La police va aussi procéder à l'arrestation d'une autre personne qu'on pense impliquée dans la mort de Joe, Madhavi Rao. Tu sais, la BFF qui a fait tous les tutoriels là avec Anu. Sans oublier le fait qu'elle a accompagné Anu quand elle a voulu acheter la drogue, elle a aidé à organiser les fêtes, donc clairement la police veut l'interroger. Mais attention, on l'inculpe pas juste parce qu'elle a ramené des merguez au barbecue d'adieu, elle est clairement impliquée dans le projet de départ. Il est décidé que les deux femmes seront jugées séparément, donc il y aura un procès pour Anu Singh et un autre procès pour Madhavi Rao. Merci le contribuable de tout khalas, de tout financer. Dans le cas d'Anu, le procureur estime que le meurtre a été prémédité et on a toutes les preuves. Mais qu'en est-il de son mobile? Est-ce que c'est parce qu'elle n'allait pas bien psychologiquement, la boulimie, la dépression, etc. Alors ok, elle est malade, mais purée, ils le sont tous. En fait, ça fait 2 ans que je te raconte ce genre d'affaires. Je n'ai pas trouvé un tueur qui était sans d'esprit. On a tous une part de folie en nous, ça je l'accepte, mais est-ce que ça veut dire que ceux qui ont la folie meurtrière ne doivent pas être jugés et ne doivent pas être incarcérés? Et en plus de la préméditation, alors je suis désolée, mais Anu, elle avait toutes les opportunités du monde de se rétracter. Un plan machiavélique comme celui qu'elle a concocté, l'intention était claire, elle a fait 2 barbecues, la meuf. Au premier barbecue, elle s'est... Enfin, à la première fête, je disais barbecue, mais à la première fête, elle s'est pas dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, elle a recommencé jusqu'à qu'elle parvienne à ses fins. Elle l'a annoncé à tout le monde autour d'elle, c'est limite si elle a pas pris un mégaphone pour annoncer dans la rue « Je tue mon mec ce soir, bière fraîche et bouffe gratuite ». Elle l'a regardé mourir pendant 36 heures. Pas une, pas deux, rien que 2 minutes. Je sais pas comment elle a supporté plus de 2 minutes. Elle l'a regardé mourir pendant 36 heures avant d'appeler les secours. Au cours du procès, il y a une évaluation psychologique qui est faite, bien sûr. Alors, je sais pas pourquoi, pour déterminer peut-être le degré de folie, tu sais, il doit y avoir un seuil que si tu le dépasses, tu sais, folie meurtrière, folie passagère, et tu peux échapper à la justice. Et donc, je pense que l'évaluation, voilà, c'était pour déterminer où elle se situe dans le... C'est pas drôle. Lors de cette évaluation psychologique, Anu, elle est diagnostiquée borderline, ou en français, personnalité état limite. Alors c'est un truc lourd, donc je vais te laisser l'article Wikipédia en lien dans la barre de description si ça t'intéresse, parce que c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que c'est un truc lourd, mais encore une fois, je suis désolée, ça n'excuse pas. Enfin, ça n'excuse pas le meurtre, en tout cas. Parmi les témoins qui sont appelés à témoigner au procès, eh bien évidemment, on va leur poser la question, mais pourquoi vous n'avez rien fait? Pourquoi vous n'avez pas agi? Pourquoi vous n'avez rien dit? Personne ne donne de réponse, personne ne peut expliquer l'inaction. Et le pire, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a fait de la peine, c'est qu'il y a un des détectives qui, bien sûr, est présent au procès et qui va dire il n'y a pas une larme qui a été versée pour Joe, ni par Anu et Madhavi, ni par les témoins, enfin les personnes qui étaient invitées aux 2 fêtes. Pendant sa détention provisoire, donc en attente de son procès, Anu, elle va demander à un ami, qui est étudiant en droit comme elle, de lui fournir tout dossier où il est question d'un accusé qui plaide non coupable pour folie passagère. Elle veut étudier comment les gens arrivent à tromper la justice. Toujours en détention provisoire, la police va faire une trouvaille fort intéressante. Il s'agit d'une lettre qui a été écrite par Anu dans laquelle elle explique plus ou moins le pourquoi cette volonté de partir, de mettre fin à ses jours avec Joe. Les gens qui s'aiment, ils disent souvent « je pourrais pas vivre sans toi », mais si leur moitié vient à mourir, ils refont leur vie, ils se remarient, etc. C'est la raison pour laquelle Joe doit partir avec Anu. Ce serait un peu comme une preuve de son amour. Puisque elle veut partir, il faut forcément que lui aussi. Comme ça, il refera pas sa vie derrière et c'est... Tu sais, c'est la preuve ultime de son amour. Je ne dis pas ça pour la défendre, attention, mais il est vrai qu'un des symptômes du trouble de la personnalité est à limite, c'est la peur de l'abandon. Les tendances suicidaires aussi, ça fait partie des symptômes. Vraiment, lis l'article, il est très intéressant. Le 24 juin 1999, Anu est déclarée coupable d'homicide involontaire et pas de meurtre au premier degré, donc première déception. Et la deuxième claque dans la gueule, elle arrive tout de suite. Elle est condamnée à 10 ans de prison, dont 4 sans possibilité de libération conditionnelle, et avec les remises de peine, elle va faire 18 mois au total. Le juge, en fait, il accepte cette explication selon laquelle, Anu, elle n'était pas dans ses capacités mentales à 100% au moment des faits. Maria et Nino Cinque, les parents de Joe, les parents de la victime, comment te dire qu'ils sont dévastés. Maria, au départ, elle pense que c'est une blague. Si elle avait fait ça à un chien
D'accord, disant mais elle a tué un être humain, elle a tué mon fils, dit Maria. Aucun sentiment de justice au sein de la famille Cinque, bien sûr. Enfin, elle s'en tire avec seulement 18 mois. Franchement, j'avoue, en faisant mes recherches, je m'attendais pas à si peu. Ne serait-ce que par rapport au fait qu'Anou a dit à une amie je sais comment ne pas payer les conséquences d'un meurtre, j'ai étudié la question. Maria, la mère de Joe, elle va dire quelque chose que j'ai trouvé absolument pertinent, en tout cas dans cette affaire. Elle dira qu'elle aurait voulu qu'il y ait un jury et pas seulement un juge. Elle dit c'est trop facile de convaincre seulement une personne, au moins avec un jury, on aurait eu plus de chances d'avoir justice, de voir justice rendue. C'est comme ça qu'on dit justice rendue ou pas? 4 ans, c'est tout ce que vaut mon fils. Tant que je serai en vie, je ne lui pardonnerai pas. Le deuil ne s'arrêtera jamais parce que je ne comprends pas pourquoi personne n'a averti mon fils. Madhavi Rao, la BFF, donc elle passe à son tour devant le juge pour complicité de meurtre. Alors il faut savoir qu'entre-temps, Madhavi elle a été libérée sous caution pour la modique somme de 100 000 $ payée par papa-maman. Madhavi est acquittée. Encore mieux que Anou. Au moins, Anou, elle a été déclarée coupable, comme disait l'autre. Au rendu de verdict, la famille Cinque hurle de colère dans le tribunal, Nino s'effondre, il tombe dans les pommes tellement il n'y croit pas. Le juge s'explique en disant que rien ne prouve la présence de Madhavi sur les lieux au moment des faits. C'est qui ce juge? On peut me donner son adresse et son numéro de téléphone? Je veux juste discuter avec lui. Après tout ce qu'on sait de l'implication de Madhavi dans cette affaire, rien que le fait qu'elle ait aidé au barbecue, moi c'est ça que j'ai pas compris. Ne serait-ce que quelques mois symboliques, tu sais, franchement, c'est acquitté de complicité de meurtre. Je suis fatiguée de cette affaire. Parlons maintenant valise, une valise qui contenait des affaires appartenant à Joe. Alors après sa mort, Maria s'est rendue à son domicile et elle a constaté qu'il y avait une valise pleine des vêtements de son fils. Elle l'a signalé à la police puisqu'elle était persuadée que c'était la preuve que son fils allait quitter Anou, il avait l'intention de quitter Anou, et c'est le mobile du meurtre. Malheureusement, cette valise ne sera jamais retrouvée. Et un autre élément qui soutient la théorie selon laquelle Joe allait quitter Anou, c'est la voiture qu'il a achetée quelques jours seulement avant le drame. Dernier élément, c'est une note qu'on trouve dans l'agenda de Joe, qu'il a écrite lui-même le 27 octobre, c'est-à-dire 2 jours avant le drame, et dans cette note, il a écrit, enfin dans son agenda, il a écrit « déménager urgent ». Je sais pas ce que la police voulait de plus comme preuve que Joe allait quitter Anou et que ça pouvait constituer un mobile pour tuer quelqu'un. Alors clairement, moi, de toute façon, je suis du côté de Maria, enfin de la famille Cinque. Dans cette affaire, de toute façon, je suis rarement du côté du tueur ou de la tueuse. Alors ok, rédemption, ok, pardon, ok, t'es bien avec Dieu, t'as retrouvé Dieu, t'as demandé pardon, hein, oui, puisque depuis sa sortie de prison, Anou, elle a trouvé Dieu, donc c'est très bien pour elle. Mais je sais pas, moi j'ai plus de compassion envers Maria, qui a perdu son fils, que envers la détresse émotionnelle de Anou. Je suis le genre de personne qui pense que, ok, t'es en détresse, ok, t'es pas bien, mais pourquoi tu fais du mal aux autres? Ne fais pas de mal aux autres, surtout quand c'est irréversible. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de picouse, il n'y a pas de... Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de comprimés qui ressuscitent les morts. Depuis cette affaire qui s'est passée, donc je le rappelle, en 97, Anou, elle a refait sa vie. Elle est en couple avec un homme depuis 20 ans, et cet homme, en fait, il a été interviewé, alors c'est assez récent, l'interview. Il raconte que souvent les gens lui disent « Tu sais, un matin, tu vas te lever avec une aiguille plantée dans le bras », ce à quoi il répond toujours « Ouais, et alors ?» Ah bah ça, c'est ce que j'appelle accepter son autre moitié comme elle est. Après, j'ai envie de te dire, si un jour Anou, elle lui plante une picouse dans le bras, je doute qu'il se réveille le lendemain. Maintenant, elle connaît le dosage. Et tu vas rigoler, comment est-ce que Anou a rencontré ce charmant monsieur qui ne craint pas la mort? Ils se sont rencontrés pendant qu'Anou était en procès. So romantic. Et alors ce monsieur qui n'a pas peur de mourir, il dit dans son interview, Anou, elle a payé sa dette envers la société, laissez-la tranquille. Mais en même temps, pourquoi elle aussi, elle est passée à la télévision pour faire une interview? Du coup, ça a ressuscité l'intérêt pour cette affaire. L'interview télévisée de Anou, j'y viens dans 10 secondes. Madhavi, alors qu'est-ce qu'elle est devenue Madhavi Rao? Elle aussi, elle a refait sa vie. Elle est partie s'installer aux États-Unis, elle est mariée et elle a des enfants. Des assassins qui se reproduisent, est-ce qu'on en parle? Est-ce que c'est flippant ou est-ce que c'est pas flippant? J'avoue que assassin de père en fils, c'est quand même une vocation qui est très rare, ou assassine de mère en fille. Bon, techniquement, Madhavi, elle n'est pas assassin, elle est complice de meurtre, même si la justice en a décidé autrement. Donc je pense qu'on n'a rien à craindre. Pourquoi Anou donne cette interview télévisée, interview qui va ressusciter l'intérêt
pour son affaire. En réalité, c'est à cause de la sortie d'un livre intitulé La consolation de Joe, livre dans lequel Anu estime que l'auteur, Hélène Garner, a dit des choses qui étaient fausses. Donc Anu, elle est là pour rétablir la vérité. Je n'ai malheureusement pas trouvé l'interview dans son intégralité, mais voilà ce qui s'est dit de plus important. J'ai trouvé une transcription écrite. Donc pendant cette interview qui avait pour but de rétablir la vérité, Anu, elle voulait aussi présenter ses excuses à la famille Cinque, à Nino et Maria Cinque. Après tant d'années, c'est vrai que ça fait un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Alors Maria, ses excuses, elle va lui renvoyer à la gueule directe en lui disant « Me raconte pas de conneries, hein, ton je sais pas ce que je faisais, tu es le diable, dégage ». Elle lui dit « dégage ». Anu, elle ajoute que si elle avait écouté les bonnes personnes, si elle avait cherché l'aide d'un psy, ça ne serait jamais arrivé. C'est dur de se faire traiter de meurtrière, dit-elle. Ah, la meuf, elle se plaint en plus. Pendant cette interview, Anu, elle parle aussi de ses études en criminologie. Alors, une criminelle qui étudie la criminologie, c'est hyper poétique. Hein. Mais en vérité, pourquoi elle étudie? En fait, c'est elle qui devrait donner les cours, un peu comme Viola Davis dans la série How to Get Away with Murder. Tu sais, je te le fais bien avec l'accent français dégueulasse. Tu sais, c'est cette série avec une prof de droit qui explique à ses étudiants comment échapper à la justice quand tu tues quelqu'un. Cette série serait-elle inspirée de Anu Singh et Joe Cinque? Anu raconte, toujours lors de cette interview qui a l'air d'avoir duré grave longtemps, qu'elle s'est réconciliée avec Dieu. Bon, c'est quand même une chose importante, elle déplore le fait que Hélène Garner n'utilise pas des mots tels que espoir, rédemption, c'est quoi les autres mots? Compassion, pardon, alors que justement, elle pose la question dans son livre, elle pose la question de la spiritualité. Elle déplore aussi le fait que Hélène n'ait jamais cherché à lui parler alors qu'elle aurait accepté volontiers. Et pourtant, dans un article qui a été publié plus récemment que l'interview en question, Anu, elle va finir par admettre que Hélène l'avait contactée. Elle l'avait contactée par le biais de ses parents, et ses parents ont pris la liberté de répondre à la place de leur fille en lui disant non, elle est en prison, c'est pas le moment de la contacter pour écrire un bouquin ou quoi. Anu elle-même a refusé de parler avec Hélène. Il me semble qu'Hélène lui avait aussi écrit une lettre hein, pendant qu'elle était en prison. Et Anu, elle a refusé tout simplement parce qu'elle était en train de poursuivre ses études qu'elle ne voulait pas compromettre. Donc pourquoi avoir menti et avoir dit qu'elle ne vous avait jamais approché, lui demandera le journaliste. Anu répond qu'au moment où Hélène lui a envoyé cette fameuse lettre, elle lui a fait part du fait qu'elle envisageait d'écrire un livre. Donc pour Anu, c'était pas un projet voilà, c'est gravé dans la roche. Elle a pensé qu'elle n'allait pas écrire le livre. En fait, elle est partie du postulat que comme elle n'a pas eu de nouvelles pendant quelques temps, elle s'est dit, bon, le projet a sûrement été abandonné. Et là, le journaliste lui dit, mais attendez, une écrivaine vous dit, je vais écrire un livre, clairement, un livre, ça s'écrit pas en 3 semaines, et tu te dis, elle a abandonné sans me prévenir, sans... Enfin, je sais pas. De toute façon, la meuf, elle est pas honnête, hein, on le sait. La famille Cinque, des grands fans du livre d'Hélène Garner, déjà dans un premier temps parce que ça permet de préserver la mémoire de leur fils, et aussi parce qu'entre autres, ils estiment qu'elle a très bien retranscrit la colère et la frustration qu'ils ont ressenties pendant les 2 procès. Une chose que je voudrais ajouter maintenant, c'est que parmi toutes les personnes qui ont assisté à l'événement, hein, les soirs des 2 barbecues, hein, il y a une personne qui a contacté la police, enfin qui a essayé de contacter la police, mais Anu l'en a dissuadée. Elle a répondu à cette personne, elle a dit à cette personne « Mais non, c'est une blague, on plaisante, je plaisante, on s'aime, on va se marier ». Le pauvre, il y a cru, ou « T'inquiète, je rigole ». Donc il a pas appelé la police, enfin j'imagine même pas comment il a dû vivre le truc. Après la première tentative qui a échoué, Anu et Madhavi, elles en ont parlé à une de leurs amies. Et elles lui ont dit « Hier, on lui a donné de l'héros, mais il est pas mort. » C'est peut-être pas son heure de partir. Cette amie en question, encore une fois, hein, pas alerté, n'a pas alerté non plus. Et il est quand même question de dizaines de personnes, on parle d'une dizaine de personnes à peu près, qui étaient au courant de ce qui allait se passer, et qui n'ont rien fait, qui n'ont pas tiré la sonnette d'alarme, je sais pas comment on dit. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui se sont défendues en disant, bon, voilà, Anu, c'est une drama queen, elle est beaucoup dans le théâtral, elle fait tout le temps des trucs comme ça, elle aime que l'attention soit portée sur elle, et elle est prête à tout pour avoir l'attention sur elle. Mais je sais pas, après, quelqu'un qui te dit, qui te répète, je vais tuer mon mec, je sais pas, je pense que moi ça m'aurait alerté. Peut-être que je me réconforte en me disant ça. Et puis tout le monde à la fête ne connaissait pas forcément très bien Anu non plus. Donc ça explique pas. Alors est-ce que cette bande d'irresponsables, inconscients et sans jugeote mérite d'être jugée pour non-assistance à personne en danger? Alors personne n'a été jugé pour non-assistance à personne en danger, et je n'ai pas trouvé d'explication sur le pourquoi. Alors c'est peut-être pas une loi,
en Australie. Il faut savoir que c'est pas une loi partout. En France, c'est un délit, mais quand je dis une loi, mais je veux dire un délit, c'est pas un délit, enfin c'est un délit en France, mais c'est pas forcément un délit dans d'autres pays, notamment l'Angleterre. Et c'est là que je suis tombée sur l'effet du témoin, appelé l'effet bystander en anglais, ou l'effet Kitty Genovese, Genovese ou Genovese, je sais pas comment on dit. Elle est italienne aussi au passage. En gros, l'effet du témoin ou l'effet Kitty Genovese, c'est un phénomène psychosocial où des personnes se retrouvent autour d'un événement, comme là ce fut le cas, un meurtre ou une tentative de... Voilà, ou quelque chose de tragique, quelque chose de grave. Il y a une personne qui a clairement besoin d'aide. Plus il y a de personnes présentes autour de l'événement, donc autour de la personne en détresse, moins il y a de chances que quelqu'un intervienne. Dans l'article Wikipédia, il y a une expression utilisée que je trouve intéressante, dilution de responsabilité. En fait, c'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes présentes que tu te dis, bon, il y a forcément quelqu'un qui va intervenir. Donc toi, déjà, tu as moins de responsabilité, tu te sens moins responsable, tu te sens moins coupable au cas où il se passe quelque chose de grave. Pourquoi ce phénomène s'appelle aussi l'effet Kitty Genovese? Parce qu'il prend son origine avec l'affaire du meurtre de Kitty à New York City. Kitty, c'est une femme qui est d'origine italienne, tout comme la famille Chikwe, tout comme Joe. Un soir, elle se fait assassiner en pleine rue, tout le monde entend ses cris et personne n'intervient. Bon, je vais pas te donner plus de détails que ça, parce que ce sera peut-être le sujet d'une vidéo prochaine, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en 1964, donc quand son meurtre a eu lieu, ça a soulevé les mêmes interrogations que celles pour l'affaire Joe Cinque. Je mettrai un lien vers l'article Wikipédia sur l'effet du témoin parce que je l'ai trouvé... Je l'ai lu en... Je l'ai avalé, le truc. C'était franchement hyper intéressant. Dans l'article, par exemple, il est question des analyses qui ont été menées, donc il y a le détail, je vais pas te le refaire, mais voilà, c'était super intéressant d'avoir les expériences qui ont été menées et qui ont confirmé l'effet du témoin. Il est aussi question d'autres incidents du même genre, notamment la petite fille d'origine marocaine qui s'est noyée devant 200 personnes à Rotterdam, aux Pays-Bas. Dernière chose concernant l'effet du témoin, je dirais que en lisant l'article et en découvrant ce qu'était l'effet du témoin, j'ai eu comme cette impression que quand tu as conscience de ce qu'est l'effet du témoin, quand tu sais ce que c'est un petit peu comme Tom Cruise dans Minority Report, tu sais, quand tu connais ton futur, tu peux le changer, tu peux faire quelque chose. Donc quand tu sais ce qu'est l'effet du témoin, tu peux faire quelque chose, tu peux ne pas rester dans l'inaction si tu es face à une personne qui est en détresse et que vous êtes 250 autour. Le filleul de Maria et Nino, il va dire dans un reportage que Maria l'a accueilli à nous chez elle, elle l'a traité comme sa belle-fille, en dépit du fait que elle sentait quand même un truc pas net chez elle, mais elle acceptait le choix de son fils. Donc elle a accueilli à nous sous son toit, elle a cuisiné pour elle. Alors la famille Cinque, c'est des Italiens, donc la nourriture, se réunir autour d'une bonne tablée, accueillir quelqu'un autour d'une bonne tablée, ça représente quelque chose, ça a une certaine valeur. Et comme le dit le filleul des Cinque, une mère italienne, elle transmet son amour dans ses plats. Et j'ai trouvé que c'était super joliment, ça m'a vraiment touchée d'entendre ça. Je suis méditerranéenne et je pense que c'est quelque chose de très méditerranéen en fait, d'aimer recevoir autour d'une bonne table et de transmettre l'amour à travers la nourriture. La pauvre Maria, elle a gardé la chambre de Joe intacte pendant des années. Et un dernier mot que je voudrais dire sur le médicament, sur le fameux IPCAC, l'expectorant vomitif. L'entourage de Joe est persuadé que Joe ne savait même pas de quoi il s'agissait, il ne connaissait probablement pas ce comprimé. Les troubles du comportement alimentaire, c'est des troubles qui touchent principalement les femmes, majoritairement les femmes. Alors attention, certes, je ne dis pas que les hommes ne sont pas concernés, mais ça reste majoritairement les femmes. Pour quelqu'un comme Joe, qui n'a pas de problème avec son corps, avec son poids, c'est vraiment très peu probable qu'il connaisse une façon d'être boulimique en gros. Le tuer, c'était comme rendre un devoir à la fac. Voilà, c'est la seule explication qu'on aura de la part d'Anou, c'est qu'elle ne se l'explique pas en fait. Le truc que je t'ai gardé pour la fin de Plante à Fin, c'est le sujet de la thèse de Anou. Alors elle a passé son doctorat quand elle était en prison, donc elle a repris ses études. Dans le cadre de son doctorat, donc elle devait écrire une thèse, et le sujet, je te le donne en mille: comment échapper à la justice, tutoriel par Anou Singh. Non, je déconne, alors le sujet de sa thèse, c'était femmes criminelles vers une meilleure compréhension des femmes criminelles australiennes. Au départ, alors je pensais que elle parlait de son cas à elle, dans sa thèse, ce qui aurait été quand même très très grave, et en réalité, bon, c'est un petit peu ce qu'elle fait, mais indirectement. En fait, elle se penche sur le cas de 60 de ses co-détenus, donc au moment où elle était, elle, incarcérée, et puis quand elle est sortie de prison, elle a ajouté 15 autres détenus à son étude. En gros, dans sa thèse, Anou, elle parle du passé
de ces femmes, de l'origine de leur crime, hein, puisque comme elle le dit si bien, un crime, il vient pas de nulle part. Souvent dans le passé d'une criminelle, on va retrouver abus sexuels, instabilité mentale, abus de substances, problèmes financiers, et cetera. Anu, elle se reconnaît dans le récit de ces femmes et c'est la raison pour laquelle elle a choisi, ce sujet de thèse. En fait, elle cherche à démontrer qu'une femme criminelle, c'est pas un démon. Elle veut éveiller les consciences sur cette scission qu'il y a entre les gens normaux entre guillemets et les criminels qui ne sont pas, enfin qui ne devraient pas être considérés comme des démons. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, merci aux personnes qui sont membres sur la chaîne. Alors comme d'habitude, on n'oublie pas, on s'abonne, un like, un com, c'est gratos et ça fait plaisir et ça m'aide, ça aide la chaîne. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle affaire.